Dans ce journal, le président du Faso, en République de Djibouti, a assisté à la signature de 3 nouveaux accords entrant dans le cadre de la coopération bilatérale Djibouti-Burkina. Cet acte va permettre de développer conjointement les domaines culturels et économiques. D'autres signatures de conventions, cette fois au Burkina, 2 accords entre le Burkina, donc l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement, les montants dans un instant. Et puis enfin, dans le reste de l'actualité, au Mali, au moment où la transition prend véritablement place, le Comité national pour le salut du peuple CNSP, organe de gouvernance des putschistes, a été dissous. Vous entendrez les Maliens commenter cette actualité. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Je vous lis un titre donc. Le président du Faso termine en ce moment son séjour de 72 heures en République de Djibouti et selon son carnet d'activité, il a assisté à la signature de 3 nouveaux accords matérialisés par les ministres des Affaires étrangères burkinabés et djiboutiens. Ces accords vont permettre le développement des 2 pays, notamment dans les domaines culturels et économiques. On en parle avec Mametre Nakamabou. L'axe Ouagadougou-Djibouti se porte bien et a été renforcé par la signature de 3 nouveaux accords de coopération en marge de la visite officielle du président du Faso, Rochma Christian Kaboré, à Djibouti. Ces accords entrent en droite ligne des visions des présidents djiboutiens et burkinabés sur les questions relatives au développement de l'Afrique, des relations entre leurs 2 États et leurs 2 peuples. Le premier est un accord cadre de coopération paraphé par le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso et son homologue de Djibouti et qui détermine un ensemble de secteurs dans lesquels les 2 pays entendent s'investir. L'accord cadre de coopération va permettre de regarder un peu l'ensemble des conditions de développement, que nous pouvons mettre en place entre nos 2 pays. Le second accord porte sur la coopération culturelle et artistique. Avec cet accord, Djibouti peut bénéficier de l'expérience du Burkina Faso dans le domaine cinématographique, notamment avec le FESPACO. La promotion réciproque de nos liens culturels et artistiques n'est pas en reste. Cela nous a conduit à procéder également à la signature d'un accord en matière de coopération culturelle et artistique afin d'en faire un instrument de promotion et d'intégration culturelle entre les 2 peuples frères. Le dernier accord signé à Djibouti porte sur l'exemption de visa pour les passeports diplomatiques et de services. Cette première étape devrait permettre à terme d'envisager une extension de l'exemption de visa pour tout type de passeport. L'accord portant suppression de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de services afin de faciliter les échanges et de dynamiser l'axe Ouagadougou-Djibouti. Sur la coopération économique, les 2 chefs d'État accordent une place particulière au secteur privé. Ils se sont réjouis de l'installation à Djibouti de l'International Business Bank de l'homme d'affaires burkinabé Mahamoudou Bonkungu, dont la filiale a été inaugurée ce 28 janvier 2021 en leur présence. Et le président burkinabé était au Parlement djiboutien hier mercredi. Une session spéciale lui a été donnée, donc l'occasion de partager son expérience après avoir présidé dans son pays cette institution durant 10 ans. Une intervention saluée par un standing ovation. Roch Kaboré, nous vous proposons donc un extrait de son intervention. Dans le village planétaire qu'est devenu le monde, nos pays sont plus que jamais connectés. L'Assemblée nationale et les députés sont interpellés à cet égard pour développer la diplomatie parlementaire, ce versant parlementaire de la diplomatie d'État que définit le chef de l'État. C'est le lieu pour moi d'engager nos 2 parlements à entretenir une coopération bilatérale exemplaire, tout en œuvrant pour une véritable communauté parlementaire africaine et mondiale afin de bénéficier des avantages d'une diplomatie des peuples au service exclusif de la communauté des nations. Le Burkina Faso est depuis quelque temps la cible des forces terroristes et obscurantistes. Nous avons pris la pleine mesure de leur volonté clairement affichée
de déstabiliser notre contrée ainsi que l'ensemble des pays de la région du Sahel. La lutte contre le terrorisme est donc désormais une priorité nationale qui n'aurait de succès que si elle s'inscrit non seulement dans une approche sous-régionale, mais également et surtout dans une dynamique de développement économique des zones les plus vulnérables. Ce phénomène du terrorisme est aussi et surtout un fléau global, en ce qu'il frappe sans discrimination et bat en brèche les principaux fondamentaux de la liberté et des droits humains. Ainsi, il en appelle à une condamnation claire et ferme de tous et à une réponse collective efficace, faite de solidarité, de mutualisation de nos efforts et de nos moyens. C'est ce qui justifie la création de la force conjointe du G5 Sahel, dont l'opérationnalisation est en cours. Le terrorisme ne connaît pas de frontières, c'est pourquoi notre riposte, si nous la voulons efficace, doit être aussi générale. Retour à Ouagadougou, je vous les en titre. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, Lassane Kaboré, et le maire de la commune de Ouagadougou ont signé 2 accords de financement. C'est avec le chef de délégation de l'Union européenne ainsi que le vice-président de la Banque européenne d'investissement. Séance est tenue aujourd'hui par visioconférence à la Direction générale de la coopération. On en parle avec Sanata Serré. 15 millions d'euros, soit environ 24 milliards de francs CFA, c'est la somme octroyée par l'Union européenne à travers la Banque européenne d'investissement au gouvernement burkinabé pour le financement de 2 projets de développement dans le domaine de l'énergie et de l'urbanisme. Le premier projet concerne l'extension de la centrale solaire des Aktouli et l'autre l'assainissement et le drainage des eaux pluviales de la ville de Ouagadougou. L'année commence très bien. On a signé des accords sur 2 projets qui sont vraiment des projets phares. Et c'est vraiment une journée très heureuse pour l'Union européenne et pour la coopération entre l'Union européenne et le gouvernement burkinabé. L'investissement du projet relatif à la centrale solaire des Aktouli va permettre, selon le ministre en charge de l'énergie, d'augmenter la capacité de production de cette centrale solaire de 33 MW à 50 MW, faisant d'elle la plus grande centrale solaire de l'Afrique de l'Ouest. Notre volonté donc d'aller de l'avant en matière d'énergie solaire et se concrétise de jour en jour et fait de telle sorte que le Burkina Faso, en tout cas, est en train de jouer donc les premiers rôles en matière donc de leader dans la sous-région en matière d'énergie solaire. Et je pense que c'est bon pour l'économie du Burkina Faso parce qu'aujourd'hui, nos industries ne sont pas compétitives du fait que nous avons 1 kWh qui est le plus cher de la sous-région. Et donc, avec ces investissements, nous aurons la possibilité de rendre notre économie beaucoup plus compétitive comparée à la sous-région, beaucoup plus de création d'emplois, de richesses, et nous allons en tout cas graduellement aller vers la réduction, sinon la suppression donc, des subventions de l'État dans le secteur donc, de l'énergie. Quant au projet d'assainissement et de drainage de Ouagadougou, il consiste au drainage des eaux pluviales contre les inondations et au réaménagement urbain de la ville de Ouagadougou. L'assainissement est localisé essentiellement dans la centralité secondaire de Tanguin, qui est, comme vous le savez, on le dit d'habitude, Tanguin est proche de Ouaga, mais loin du centre-ville, à cause des problèmes de mobilité et des problèmes d'assainissement. Donc cela va nous permettre d'avoir un canal qui va drainer toutes les eaux de Tanguin vers l'exutoire principal de la ville qui est le parc urbain Bangouego. Et ce canal va avoir une longueur de 5 km et une largeur de 5 mètres à peu près, en moyenne. Le projet d'extension de la centrale solaire, faut-il le rappeler, a été financé à hauteur de 23 millions d'euros et celui d'assainissement et de drainage de la ville de Ouagadougou à hauteur de 39 millions d'euros, dont 15 millions d'euros financés sous forme de prêts de la Banque européenne d'investissement. Et nous restons dans le domaine des finances. Finances publiques, le manuel du financier burkinabé. C'est le titre de l'ouvrage de Philippe Nion. Le livre a été dédicacé aujourd'hui même. C'était au cours d'un panel qui a exposé les principales innovations dans la gestion des finances publiques. L'ouvrage est présenté comme un guide des gestionnaires de finances publiques donc au Burkina. On en parle avec Abdramigné. Finances publiques, le manuel du financier burkinabé est un document de 199 pages qui vise à guider tous les acteurs du monde économique. Ce document divisé en 7 parties va permettre, selon l'auteur, de renforcer la bonne gouvernance financière en guidant les cadres de l'administration publique sur les procédures de gestion efficaces. Pour Philippe Nion, auteur du livre,
Cet ouvrage permet au commun des mortels de comprendre le principe des finances publiques et aux praticiens de prendre conscience des innovations dans le domaine. Quand on parle de finances publiques, on croit que c'est réservé donc aux financiers. Et le souci à travers cet ouvrage, c'est vraiment démystifier la gestion des finances publiques. Mettre à la disposition du public un document qui est lisible, adaptable et compréhensible. Et c'était vraiment cette motivation, mais aussi ressortir les principales innovations qui vont impacter dorénavant la gestion de nos finances publiques. Quand on regarde un peu les directives qui ont été internalisées, nos pratiques en matière de gestion des finances publiques nécessairement vont avoir une grande mutation et cela interpelle tous les intervenants donc, dans la gestion donc, de ces finances. Séance tenante, l'auteur est appelé à animer un panel sur la thématique abordée dans son ouvrage, à savoir les innovations dans la gestion des finances publiques. Un cadre d'échange avec les élèves de l'École nationale des régies financières ENAREF pour mieux les outiller en matière de gestion des finances publiques. Les inspections techniques, quand on analyse, ne sont plus d'actualité. Il faut une mutation au niveau des inspections techniques. Il faut évoluer vers des structures d'audit. Et pour évoluer vers les structures d'audit ministérielles, il faut nécessairement qu'en amont, on ait un dispositif de contrôle interne efficace. Voilà. Et il y a aussi de nouveaux acteurs qui apparaissent. Le responsable de programme, c'était un nouvel acteur qui n'existait pas. Même s'il existait sur le YouTube Forum, il n'avait pas cette spécificité sur le plan financier. Il y a aussi la notion de contrôleur de gestion et d'auditeur interne. Et là, ça interpelle, nous sommes à l'ENAREF, ça interpelle l'ENAREF, ça interpelle le ministère de la fonction publique, qu'on revoie la grille des métiers pour insérer justement ce nouveau métier qui se prête donc à la loi organique relative aux lois de finances. Pour le directeur de l'ENAREF, ce cadre de renforcement des connaissances des élèves doit être multiplié dans le but de mettre à la disposition de la fonction publique de gestionnaires financiers compétents. Philippe Néry Couton-Nyon est conseiller à la Cour des comptes, consultant en finances publiques et enseignant à l'université Thomas Sankara. Autre actualité, par médias interposés, les acteurs du syndicat des transporteurs routiers livrent leur version des faits sur la gestion du fret. Les acteurs se retrouvent divisés et impactés dans leurs activités. Le dernier syndicat à se prononcer, c'est la faîtière unique des transporteurs du Burkina qui dénonce l'attitude du gouvernement dans ce dossier. Michael Pugré. La crise dans le secteur du transport routier, selon le secrétaire général de la faîtière unique des transporteurs routiers du Burkina, est tout simplement la conséquence du refus du gouvernement de faire appliquer la loi. Deux syndicats, le Haut Conseil des transporteurs routiers du Burkina Faso et la faîtière unique des transporteurs routiers du Burkina, veulent tous un contrôle de la gestion du fret. Et pour Bonaventure Kéré, la FUTRB a été créée par la volonté du gouvernement en vue de travailler avec un interlocuteur unique des transporteurs routiers. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est simplement un respect de la parole donnée. Parce que la parole gouvernementale, nous pensons que, quand même, elle vaut quelque chose. C'est tout un gouvernement. Le Conseil des ministres a félicité donc la création de cette structure et le Premier ministre nous a adressé une lettre officielle pour dire que désormais, il était heureux donc de la création de cette faîtière. Et désormais, ce serait l'interlocuteur, comme il le voulait, des structures et des pouvoirs publics. Le secteur du transport routier au Burkina Faso, ces 3 dernières années, est confronté à un climat difficile de travail. Des acteurs qui peinent à trouver un consensus pour la gestion du fret. Pour la FUTRB, c'est une crise entretenue par le ministre en charge des transports qui serait le parrain de l'autre organisation, le Haut Conseil des transporteurs routiers du Burkina Faso, HTC-BF. Il faut seulement, pour sortir de la crise, que, humblement, on demande au Haut Conseil, dont nous savons comment il a été créé, parce que le ministre d'État, l'ex-ministre d'État Siméon Sawadogo, l'a déclaré plusieurs fois devant nous, devant le Premier ministre, que c'est par erreur il a signé ce récépissé. Moi, je pensais que quand on fait une erreur, on la corrige. Mais même si on ne peut pas la corriger, on peut demander à ces derniers de rejoindre les rangs. Pour la sortie de crise, il faut simplement respecter sa parole et respecter les textes en matière de gestion du fret, dont le dernier, c'est l'arrêté 055. Pour une résolution de cette crise sur la gestion du fret qui divise les acteurs du transport au Burkina Faso, tous ont le regard désormais tourné vers le gouvernement.
Et c'est un gouvernement qui doit prendre ses responsabilités dans les jours à venir pour un retour au calme dans le domaine du transport routier au Burkina Faso. Il arrête une réponse commune, une réponse culturelle commune donc de l'UNESCO et de la CEDEAO pour barrer la voie au Covid-19 dans 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Burkina. Le 26 janvier dernier, une campagne de sensibilisation a été lancée donc à travers cette façon de voir les choses. 3 artistes burkinabés ont vu leur œuvre donc choisie pour faire la sensibilisation. Dans ce cas, on en parle avec Fatma Tanikima. Patricia Minungu, artiste musicienne, Philomène Nanima, humoriste, et Don Sharp de Batoro, parolier, sont les 3 artistes burkinabés qui ont été retenus par la Commission nationale burkinabé pour l'UNESCO pour la campagne de sensibilisation dans le cadre de la réponse commune de l'UNESCO et la CEDEAO au Covid-19 dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Chaque artiste, dans son registre, a proposé un contenu artistique qui a été présenté à la presse ce 26 janvier. Ces artistes qui évoluent dans des registres différents ont été invités à proposer des messages adaptés au public cible. Ce sont des femmes, des hommes, des jeunes du secteur informel et du secteur formel. Et aux canaux bien sûr de diffusion que sont la télévision, la radio, les réseaux sociaux et j'en passe. Cette conférence de presse a servi de cadre pour le lancement officiel de cette campagne de sensibilisation au niveau national. L'objectif était d'intéresser également les médias à la diffusion des différentes productions. Nous n'avons pas de sortie terrain à faire. Parce que comme ce sont des réseaux sociaux et comme nous savons que toutes ces structures de presse sont installées sur tout l'étendue du territoire burkinabé, donc, si vous avez l'information, ça veut dire que vous avez assuré déjà le passage terrain pour nous. Ce sont au total 4 messages de sensibilisation contre la propagation du coronavirus qui seront diffusés à travers plusieurs canaux de communication. La sensibilisation a débuté le 26 janvier et elle se poursuivra jusqu'au 31 mars 2021 sur les médias classiques et les réseaux sociaux. Regardez mon sel, espèce de distributeur de virus. Direction Bobo-Dioulasso, où la 8e édition de la foire internationale FIBO est prévue se tenir du 19 au 28 mars prochain. Politique de normalisation, vecteur de conquête de marché et à l'exportation des produits agroalimentaires en Afrique. C'est l'angle de réflexion. Hier, le comité d'organisation a rencontré la presse à ce sujet. On en parle avec notre correspondant Joseph Koudgou. Le rendez-vous pour la 8e édition de la foire internationale de Bobo-Dioulasso sera respecté. Face à la presse, le comité d'organisation a fait le point des préparatifs de cette biennale. Lorsque nous avons commencé, il faut dire que nous avons mis du temps. La gestation a duré à peu près une dizaine d'années. Nous avons mis du temps parce qu'il fallait quand même rassembler les conditions nécessaires pour pouvoir lancer la première édition. Et la première édition n'a pas été du tout facile, parce que nous étions nous ne connaissions pas, nous n'avions jamais fait cela, et c'était une première expérience. Mais aujourd'hui, la foire a grandi, nous recevons des participants, de toute la sous-région ouest-africaine. Et même, nous avons reçu ici, à une des éditions, des visiteurs qui sont venus de l'Afrique centrale, du Congo-Brazzaville. Alors la foire continue son chemin. La dernière édition date de 2019 et cette année, ce sera la 8e édition de la foire internationale de Bobo-Dioulasso. Cette édition de la foire internationale de Bobo-Dioulasso se tiendra sous le signe la politique de normalisation. Il faut qu'elle puisse répondre aux normes internationales de qualité et pour nous de qualité des produits agroalimentaires. Mais qu'est-ce que nous constatons? C'est que souvent, les unités de transformation d'autres établissements industriels ne respectent pas ces normes internationales. Beaucoup d'entre elles ne sont pas certifiées. Alors nous voudrions participer
à l'éducation, d'abord à l'information, mais aussi à l'éducation, à la formation de ces entreprises. Parce que cela va d'une part permettre de conquérir des débouchés sur le marché international et d'autre part aussi assurer la santé des consommateurs. Parce que lorsque vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, on utilise beaucoup d'ingrédients pour faire mûrir les fruits, on porte atteinte à plus ou moins terme à la santé des populations. La foire internationale de Bobo-Dioulasso bénéficie de l'accompagnement de la commune de Bobo-Dioulasso. Cette foire, faut-il le rappeler, a vu le jour en 2007. Le rendez-vous est donc pris du 19 au 28 mars prochain dans le strict respect des mesures barrières et sécuritaires. L'église des Assemblées de Dieu du Burkina a 100 ans du 11 au 14 mars prochain. Elle célébrera officiellement ce centenaire donc sur la place du 75e anniversaire de Ouagadougou. Mais avant, plusieurs activités sont mises en œuvre pour marquer l'événement. Face à la presse ce jour, le comité national d'organisation du centenaire donc a dévoilé le programme. On en parle avec Fatima Tanikima. Ce centenaire de l'église des Assemblées de Dieu est célébré sous le signe de la réforme, du réveil et du rayonnement. Une occasion pour l'Église de rendre grâce à Dieu et exprimer sa reconnaissance à l'endroit des autorités coutumières et traditionnelles qui ont accueilli les missionnaires en 1921 sur leur terre. Le slogan de notre célébration, c'est « Retournons à nos fondamentaux ». Il s'applique non seulement à l'Église qui doit mettre en pratique ce que son Seigneur a appelé le plus grand commandement, mais aussi à toute notre nation, dont les fondamentaux vers lesquels tout Burkinabé doit revenir est le vivre ensemble dans l'intégrité, le pardon, la fraternité, le respect, la considération de l'autre, l'amour de la patrie, dans le dévouement. Avant la célébration officielle de cet événement, prévu du 11 au 14 mars 2021, plusieurs activités sont déjà mises en œuvre dans les églises évangéliques des Assemblées de Dieu. Comme quoi, la commémoration ne se résume pas seulement à l'aspect festif. Nous avons eu comme première activité les jeux bibliques des enfants, où les enfants apprennent des versets et participent à des compétitions au niveau des églises locales et au niveau des différentes divisions de l'église, de telle sorte que nous aurons une compétition nationale en mars. Donc ça, c'est la première activité. La deuxième, c'est ce que nous avons, comme le président du comité l'a dit, la route de la mission. Il s'agissait d'aller dans les différents foyers missionnaires, c'est-à-dire les missionnaires américains, français, mais aussi les missionnaires nationaux, pour aller visiter et dire merci aux autorités coutumières et administratives. Le thème consacré à la fête du centenaire des églises des Assemblées de Dieu est tiré de la Bible et dit ceci. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Selon le comité d'organisation, la fête doit être célébrée dans chaque église et dans chaque cœur. Au Mali, le Comité national pour le salut du peuple, CNSP, c'est l'organe de gouvernance des poutistes du 18 août 2020. Il a été dissous mardi dernier par donc un décret signé principalement par le président de la transition et le Premier ministre. Je vous annonce en titre des commentaires de Maliens donc à propos de cette actualité. C'est maintenant. Bon, moi, mon avis est qu'après les recommandations faites par la CEDEAO, il avait été clairement indiqué qu'après la mise en place des instances, les différentes instances de la transition, je veux parler du président de la transition, je veux parler du gouvernement, la mise en place du gouvernement et la mise en place du Conseil national de transition, après la mise en place de ces instances-là, le CNSP allait être dissous. Donc si ces choses faites officiellement, je pense que c'est tout à fait normal. D'ailleurs, la mise en place des institutions de la transition devrait d'office et amener à la disparition du CNSP. Mais si la dissolution est officiellement faite,
Donc je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. Bon, le CNSP en tant qu'entité disparaît parce qu'il n'y a pas de, il peut pas prendre, ils ont été éclatés entre les différents organes de la transition. Mais le CNSP en tant que structure, il ne peut pas prendre de décision, aucune décision. Donc en tant que structure, elle est appelée, elle disparaît complètement. Bon. Je ne suis pas d'accord parce que, vu l'état du pays, il faut que, en tant que la CNSP, qui était un organe principal du fonctionnement de la République, il doit vraiment être resté durant la transition et que pour le bon fonctionnement de l'état actuel, la CNSP vraiment ne devrait pas être dissous. Le CNSP ne peut pas disparaître complètement. Sans qu'on le veuille ou pas, le CNSP ne peut pas disparaître complètement parce que c'est les mêmes membres du CNSP qui composent aujourd'hui, qui dirigent aujourd'hui l'État malien. Donc il nous est impossible et difficile de dire comme ça que le CNSP disparaît. Peut-être le nom CNSP n'est plus, mais le CNSP est là autrement parce que les membres continuent de travailler dans le. Voilà des propos recueillis par Bourema Soulo, notre correspondant permanent au Mali. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.